Notre invitée ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne, et en charge de la riposte républicaine auprès de François Fillon. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la riposte républicaine? La riposte républicaine, pour moi, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que c'est quoi? Je me bats pour faire en sorte que le candidat de ma famille politique puisse gagner cette élection et mettre en œuvre son projet. Mais je pense que à côté de cet objectif, et peut-être avant même cet objectif, il y en a un autre qui est d'éviter que le Front National prenne le pouvoir. De l'éviter parce que c'est un risque énorme. C'est un risque qui aujourd'hui est assez concret. C'est le risque d'une France défigurée. Et c'est le risque de beaucoup de dangers pour la France et pour les Français. Très discrète jusque-là, Nathalie Kosciusko-Morizet. Non? Donc, très discrète ces derniers temps. Non, je vous dis ça comme ça. Vous êtes tous comme ça les journées. Bon, chacun voudrait vous avoir toutes les semaines. Alors moi, je suis sur un plateau différent chaque semaine. 1 minute 12, c'est la faute des journalistes. Jean-Jacques Bourdin, j'étais plutôt chez vos collègues. Bon, vous voulez pas, je viens régulièrement chez vous aussi. Moi, je vous en veux pas. Non, alors ça. Débat ce soir à 5. Oui. Est-ce démocratique à 5? Il y aura 2 débats. Hein. Il y aura un débat à 11 et un débat à 5. Le prochain, ici même, le 4 avril. Mais oui, je pense que c'est démocratique. C'est attendu par les Français. Je vais vous dire, c'est attendu par les Français. Moi, je fais beaucoup de terrain en ce moment. J'étais sur les marchés samedi matin et dimanche matin. J'ai rencontré que des Français qui allaient regarder le débat ce soir. Moi, j'ai l'impression comme ce soir, je sais pas, la France va s'arrêter. Tout le monde va être devant sa télé. Enfin, je crois que c'est très, très attendu. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les gens ont un peu oublié, mais en fait, c'est la première fois qu'il y a ça. Oui. Il n'y a pas de débat d'avant-premier tour d'habitude avec les candidats majeurs. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a jamais eu de débat d'avant-premier tour avec les candidats majeurs. Jamais. Cette affiche qu'on va avoir ce soir. Mais vous comprenez Nicolas Dupont-Aignan quand il quitte le plateau du 20h de TF1 en expliquant que c'est totalement antidémocratique, qu'il ne soit pas lui et les autres sur le même plateau. On a le droit de contester la règle. Oui. Et d'ailleurs, moi, dans la primaire de la droite, je l'avais contesté. Vous savez, je l'avais contesté parce que il y avait des chaînes qui triaient entre certains candidats et les autres, et j'avais eu moins de grosses émissions majeures que certains candidats qui, d'ailleurs, parfois, ont fait moins que moi au score. J'avais par exemple pas pu faire l'émission de Karine Le Marchand, j'avais pas eu la grosse émission politique de France 2 qui avait eu un candidat comme Bruno Le Maire qui finalement a fini derrière. Comme quoi d'ailleurs, on peut s'en sortir sans. Moi je crois qu'on peut contester la règle, mais bon, malgré tout, il y a un gendarme de l'audiovisuel, c'est le CSA, une fois qu'il y a la règle, il y a la règle et on joue avec. Alors qui est votre principal... Et puis on essaie de se faire entendre des Français quand même. Et puis d'ailleurs, le fait que j'ai fini devant, ça montre bien que faut mettre un peu de modestie dans les sondages et qu'on peut s'en sortir quand même. Qui est le principal adversaire de François Fillon aujourd'hui? C'est Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Je pense que le principal adversaire de François Fillon aujourd'hui, c'est cette espèce de confusion qui entoure la campagne. C'est la difficulté à faire entendre. Si, attendez, je vous réponds. C'est peut-être pas la réponse qui vous plaît, mais c'est la difficulté à faire entendre un message. Je me mets à la place des auditeurs, des téléspectateurs. Alors, les auditeurs et téléspectateurs, s'ils ouvrent la presse ce matin, vont voir qu'il y a un institut qui a regardé les programmes de près et qui dit clairement le programme pour pouvoir redresser la France, c'est le programme de François Fillon. Le problème, c'est que ce message-là, ils vont pas tous l'entendre. Parce qu'il y a toute une sorte de confusion, de polémique autour de cette campagne. Donc le plus grand adversaire de François Fillon, c'est ça. C'est les polémiques, c'est la difficulté à faire entendre un message qui soit un message sur le fond. Quel est le premier adversaire? Non. Si, je vous ai répondu, c'était ma réponse à moi. Quel est le premier adversaire de François Fillon? Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Ou Marine Le Pen je vous dis, je pense que... Et vous, votre premier adversaire? Je pense que le premier... Attendez, je vais répondre clairement à votre question. Vraiment, je pense que le premier adversaire de François Fillon aujourd'hui pour faire sa campagne, c'est la difficulté à faire entendre un message. Les Français, ils veulent que ça change, ils veulent l'alternance. On est dans une situation mais inédite entre la pauvreté, le chômage, l'endettement. Les Français veulent que ça bouge. Et la difficulté, c'est à faire entendre ce message qu'il n'y a qu'un programme pour que ça change. Après, si vous me demandez en termes de personnes, je vous ai répondu tout à l'heure à propos de la riposte républicaine. Pour moi, être en charge de la riposte républicaine, c'est être en charge de l'essentiel. Et je suis heureuse de pouvoir mener ce projet-là avec Christian Estrosi, le président de la région PACA, qui a déjà commencé à travers un comité de riposte républicaine à monter toutes sortes d'argumentaires. Et puis lui, c'est quelque chose qui vit sur le terrain parce qu'il a battu Marion Maréchal Le Pen.
Contre quoi et contre qui? Contre cette tentation qui est celle du Front National dans cette période de grande déprime politique et de grande colère. C'est donc votre adversaire principal. Oui, je vous ai répondu. Je vous ai répondu tout à l'heure. Je vous ai dit, moi je veux faire gagner mon candidat. Et je pense que plus que tout et par-dessus tout, il faut éviter le risque du Front National. Alors au second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, que faites-vous? Imaginons que ce second tour existe. D'abord, moi j'ai un combat, c'est d'éviter que ce soit ce second tour-là. Et d'offrir un autre choix aux Français. Oui, non, mais attendez. Les trois hypothèses peuvent arriver. Avant le premier tour, on fait le premier tour. Et vous savez bien quand pas de nini. Jean-Jacques Bourdin, vous savez bien que quand ces questions-là se posent, j'y réponds cash, j'y réponds direct, je viendrai y répondre sur votre plateau s'il le faut, si elles se posent. Mais moi, mon combat aujourd'hui, c'est d'éviter que les Français aient ce choix-là, parce que, vous voyez, on sort de 5 ans de François Hollande. Je crois que les Français, ils n'ont pas envie se retrouver aujourd'hui face à ce choix-là. Ils ont envie vraiment d'alternance. Ils ont envie vraiment que ça change. Et ils le disent. Est-ce que vous avez des amis qui vous offrent 13 000 € de cadeaux sans contrepartie? Non. Non, moi non plus. Mais... Non. Vous non plus. Non, moi non plus. Non, mais vous vous sentiriez redevable si... Vous mettez le doigt sur le vrai sujet. D'ailleurs, je trouve ça bien que vous posiez comme ça. Oui, moi j'aime bien poser les questions directement. On a droit de recevoir des cadeaux. Oui. Le problème, ce serait s'il y avait des contreparties. Mais Jean-Jacques Bourdin, je vous pose la question. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous vous sentiriez redevable? Non. Je vous pose la question aussi. Qui aujourd'hui... Vous accepteriez d'ailleurs? Qui aujourd'hui, qui peut prétendre qu'il y a une contrepartie? Non, le problème, c'est s'il y avait une contrepartie. Est-ce que vous l'accepteriez, qui aujourd'hui peut prétendre qu'il y a une contrepartie? Personne. Est-ce que vous accepteriez qu'un ami vous offre pour 13 000 € de costumes? Ça dépend de qui, ça dépend quoi, Jacques Bourdin? C'est vrai? Oh oui, ça dépend qui, ça dépend quoi. Même quand ça vient d'un homme qui s'appelle Robert Bourgi, qui est tout à fait... La question, en l'occurrence, ne s'est pas posée à moi. Honorable. Mais c'est pas, encore une fois... qui a dit qui a déclaré avoir transporté des valises remplies d'argent. Mais il a déclaré plein de choses. Mais Jean-Jacques Bourdin, le sujet, vous avez mis le doigt sur le vrai sujet. Oui. On a le droit de recevoir des cadeaux. Le vrai doute autour de la personnalité de François Fillon, pardonnez-moi. Mais le doute suffit pas pour incriminer les gens. On a le droit de recevoir des cadeaux. La question, c'est est-ce qu'il y a une contrepartie? Or, je le redis, qui aujourd'hui peut prétendre qu'il y a une contrepartie? Pas vous, oui, vous voyez bien. Non, mais moi, je prétends rien du tout, je pose des questions. Il n'y a aucun indice, il n'y a aucune preuve de ça. Je pose des questions. Donc il ne faut pas mélanger les sujets non plus. Oui, je pose simplement des questions autour de François Fillon et de cette possible dérive morale. Mais je vous ai fait une réponse. Qui aujourd'hui peut prétendre qu'il y avait une contrepartie? Et ce serait là qu'il y aurait un problème. Est-ce que vous pensez que le général de Gaulle aurait accepté 13 000 € de costumes de cadeaux en cadeau? Vous savez cette phrase, est-ce que vous pensez que le général de Gaulle... je pense malheureusement. qu'on va pouvoir la faire, mais il y a un moment où ça va malheureusement, qui l'a prononcé en premier? Oui, mais d'accord, mais c'est pas une raison, je trouve, pour en faire... Et vous voir auprès de Charles Millon, ça vous gêne ou pas? Vous savez, je voudrais finir là-dessus, sur la question des costumes. Moi, je voudrais que cette campagne, on en garde à terme un autre souvenir que celui juste d'une chronique judiciaire. Il y a une solution, mais je me bats pour ça, Jean-Jacques Bourdin. Ok, il y a une solution, mais il y a une solution aussi qui est qu'on parle d'autre chose. Moi, je me bats pour ça. Je voudrais que de cette campagne, oui, enfin, si vous voulez, il n'était pas dit que la campagne se ferait là-dessus. Je voudrais que de cette campagne, on puisse garder autre chose que la seule chronique judiciaire. Je voudrais qu'on en garde un autre souvenir. Par exemple, un débat sur les idées, un débat sur les options. On est d'accord. Alors, engageons le débat sur les options. Un mot quand même, Charles Becbédé, qui est favorable à une alliance avec le Front National, qui soutient aussi François Fillon, ça vous gêne ou pas? Vous lui avez dit ou... J'étais complètement en désaccord. Ça, c'est plus que dit. C'était quelqu'un qui m'a combattu dans la campagne de Paris. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas un ami. Mais moi, je suis absolument opposé à ces thèses. Je les combats, je les combattrai jusqu'au bout. Et c'est aussi ce que je fais en prenant cette responsabilité de la défense, de la riposte républicaine. Le 15 février dernier, le Parlement adopte le délit d'entrave à l'IVG. Il s'agit de pénaliser des sites Internet qui induiraient intentionnellement en erreur les femmes s'informant sur l'avortement. François Fillon veut abroger cette loi sur le délit d'entrave. Vous approuvez ou pas? Il y a un débat sans fin là-dessus, parce que vous savez, au moment où il y a eu ce débat sur le délit d'entrave, il y a aussi eu toute une partie du milieu du numérique qui n'est pas connue pour ses positions conservatrices sur le sujet. Mais vous approuvez ou pas? Je vous finis. Qui était contre le délit d'entrave. Moi, je suis contre la réouverture de tous ces débats sur les questions de société. C'est des sujets sur lesquels j'ai des positions souvent différentes de François Fillon. J'ai défendu dans la primaire, c'était pas par hasard. J'ai défendu une candidature parce que sur certains sujets, j'avais des positions
positions différentes. Grosso modo, moi je valide, je participe position libérale sur les questions économiques. Je crois qu'il faut vraiment libérer les énergies. J'ai des positions très fermes sur les questions régaliennes, parce que je pense que la liberté, ça se défend. Sur les questions de sécurité, sur les questions de défense, je pense qu'il faut au contraire nous renforcer. Et sur les questions de société, moi je suis assez libérale, ce qui n'est pas les positions majoritaires de François Fillon. Mais faut-il abroger cette loi ? Mais je vous dis ce que je lui ai dit, c'est-à-dire que on a des positions différentes sur certains sujets. Moi, je crois surtout que c'est des débats qu'il faut pas rouvrir. Je crois que derrière tout ça, il y a des questions qui ont été tranchées dans un sens ou dans un autre. Et je crois, mais ce débat-là et d'autres. Par exemple, la loi Taubira, la loi mariage pour tous. Je crois que c'est des débats qu'il faut pas rouvrir. Je crois qu'aujourd'hui, les urgences des Français, elles sont sur les questions économiques. Parce que ça se passe mal, parce qu'on est à la traîne de l'Europe, et parce que derrière, c'est du chômage et de la pauvreté. Elles sont sur les questions régaliennes, parce qu'on a des urgences en termes de sécurité intérieure. Alors, la majorité extérieure, pénale à 16 ans, vous êtes d'accord ou pas ? Et elles sont pas sur les questions, sur les questions vous de société. Êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord avec la majorité pénale à 16 ans. Droit de vote à 16 ans en parallèle ou pas ? Pour moi, là, on est sur les questions régaliennes. Moi, le droit de vote à 16 ans n'est pas quelque chose qui me poserait problème. Mais la majorité pénale à 16 ans, oui, je suis d'accord. Pourquoi ? Parce que les jeunes ont évolué, parce que la société, elle a changé, tout simplement. Et on le sait, on le vit tous, on le voit autour de nous. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait les jeunes d'hier, quand même, Jean-Jacques. Est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet, François Fillon nous prépare une privatisation rampante de la sécurité sociale ? Non, ça, je crois que c'est vraiment un mauvais procès qui a été fait. Alors, il y avait probablement des ambiguïtés d'expression dans son projet sur la Sécu au début. Vous avez attaqué François Fillon sur ce sujet pendant la primaire. Hein ? Moi, pas particulièrement. Hein. Non. Mais vous avez... Alain Juppé, que vous avez soutenu. Que j'ai soutenu au deuxième tour. Oui, je vous rappelle que j'étais candidate au premier tour. Non, mais je suis d'accord. Vous l'évacuez un peu rapidement. Au final, vous avez soutenu Alain Juppé, pardon. Mais sur la question de la Sécu, je pense qu'il y avait des ambiguïtés d'expression qui ont été heureusement levées et qui, quand elles sont levées, donnent un projet que les Français comprennent. Parce qu'ils ont envie qu'on sauve la Sécu et ils savent qu'aujourd'hui, le déficit chronique, c'est quand même pas une solution. Vous voyez, ça faisait partie des tracts qui étaient distribués ce week-end sur le marché, un gros tract de 4 pages sur la santé. Et quand on rentre dans le détail, les Français l'entendent et les Français le comprennent. Et non, c'est pas une privatisation, c'est tout le contraire. C'est comment on fait pour sortir de ces déficits chroniques qui un jour risquent de nous faire perdre ce système de santé auquel on tient tous. Alors j'ai regardé votre programme de la primaire avec grande attention et j'ai regardé celui de François Fillon aujourd'hui. Je vois d'énormes différences dans les deux programmes. C'est pour ça qu'il y avait une primaire, a dit Jean-Jacques Bourdin. Oui. C'est pour ça que vous soutenez François Fillon aujourd'hui. Par exemple, le gaz et pétrole de schiste. François Fillon favorable à l'expérimentation. Et vous ? Enfin, on a fait ensemble une loi pour interdire l'exploration. Il a changé. Et à l'époque où il était Premier ministre et où j'étais ministre en charge. Mais je veux aborder je veux aborder de face cette question des divergences des candidatures, des divergences de points de vue. Oui. Moi, c'est bien parce que j'avais les divergences que j'ai fait une candidature à la primaire. Sinon, ça aurait servi à rien, ça aurait pas eu de sens. Et en même temps, je soutiens aujourd'hui François Fillon pour 2 motifs. D'abord, il y a un motif de loyauté. Moi, je me suis engagé publiquement. Pas Manuel Valls, c'est ce que vous voulez dire ? Je me suis engagé publiquement dans la primaire à soutenir le gagnant de la primaire qui représenterait ma famille politique. Et ces engagements-là, ils valent quelque chose. Et puis, il y en a un deuxième. C'est qu'aujourd'hui, dans le panel de candidats qui est là, je pense que François Fillon est le mieux placé pour faire les réformes dont la France a besoin. À un moment, une famille politique, c'est ça. C'est est-ce que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous sépare ? Ce qui nous rassemble, qui est la nécessité de ces réformes profondes dont la France a besoin pour rebondir, c'est plus important que ce qui nous sépare, qui sont les quelques points que vous avez soulignés et qui, pour certains, sont importants pour moi et sur lesquels je continue à défendre mes positions. Vous avez hésité lorsqu'Alain Juppé, lorsqu'il y a eu une sorte de fronde au sein même des Républicains et un appel, même s'il n'était pas vraiment public, à la candidature d'Alain Juppé et au retrait de François Fillon, vous avez hésité ? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que, pour moi, si François Fillon avait choisi à ce moment-là de se retirer, et si Alain Juppé avait souhaité prendre la suite, s'il y avait été prêt, ça aurait été possible. Ça aurait été comme une passation de témoins entre le premier et le deuxième de la primaire. Encore une fois, moi je m'inscris aussi dans la légitimité de cette primaire. Mais aucune de ces 2 conditions n'était là. François Fillon ne souhaitait pas se retirer. François Fillon il pense toujours, et il le montre d'ailleurs à travers son tempérament, qui est quand même assez solide. Il en fait la démonstration tous les jours. Il impressionne de cette manière-là. François Fillon continuait sa campagne, et Alain Juppé ne voulait pas prendre de suite.
Donc cette histoire, elle a jamais vraiment existé concrètement. Est-ce que vous soutenez François Fillon parce qu'il vous a offert une circonscription imperdable? Non, à Paris, et je conteste tout à fait le mot offert, Jean-Jacques Bourdin. Ah, offert, oui. Ouais, bah non. Non. Non, moi je suis présidente de l'opposition au Conseil de Paris. J'ai mené la droite et le centre à l'élection en 2014. Il y a de la logique aujourd'hui à ce que je puisse être candidate sur une circonscription parisienne. Et à partir du moment où il y avait une circonscription de droite qui se libérait, il y avait de la logique à ce que quelqu'un qui soit le responsable de l'opposition à Paris... C'est pas ce que tout le monde a pensé, mais enfin... Oui, vous avez toujours des gens pour penser le contraire, et on est là pour se battre pour ses idées, ses convictions, ce qu'on croit et ce qu'on pense juste. Et je pense que ça avait du sens. En plus du sens symbolique, c'est vrai, de proposer la suite à quelqu'un qui représentait une sensibilité différente dans la primaire. Un peu d'actualité, rendre obligatoire... Et puis vous savez, ça me donnera plus de force pour poursuivre le combat parisien, et on en a besoin. Parce que les Français, ils ont envie de l'alternance au niveau national, mais à Paris... il y a bien des choses à dire, il y a bien des choses à faire. Hein. Le sectarisme socialiste à la Hidalgo, franchement, les Parisiens, ils en ont marre. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? Et l'état de Paris, la propreté, l'attractivité, la baisse de l'activité à Paris. Toute une génération qui se dit que finalement sa vie, elle va peut-être aller la faire ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on entend? Il y a des choses à faire. Rendre obligatoire l'usage du français sur les chantiers, la Commission européenne juge cette décision discriminatoire, vous aussi? Franchement. C'est une petite discussion qui divise un peu ma famille politique. Ben oui, je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. J'aurais pas dit. J'imagine bien. J'aurais pas dit discriminatoire. Mais vous auriez dit quoi? Vous diriez quoi? Mais je pense que vous n'appliqueriez pas je pense cette mesure. Je partage plutôt là-dessus. Je parlais de Christian Estrosi tout à l'heure, avec lesquels on partage le combat sur la riposte républicaine, et je partage plutôt ses positions sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il est réticente face à cette clause. Mais bon, je trouve que ça se débat. Clause Molière, dites Molière. Oui, qui dit Molière. Je comprends. Pourquoi est-ce que vous êtes réticente? Parce que je pense qu'on a d'autres combats à mener en matière de protection de nos travailleurs, comme le combat des travailleurs détachés. Oui, parce que qui a reconstruit la France? Sinon des travailleurs étrangers. Bien sûr, mais c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est un sujet qui est complexe, mais moi c'est pas comme ça que je voudrais mener ce combat-là. Alors je sais aussi que les questions de défense vous intéressent au plus haut point. Et dernière proposition d'Emmanuel Macron, un service national obligatoire et universel d'1 mois, cohésion républicaine, intégrité sociale, expérience de vie militaire, c'est ce que dit Macron dans ses arguments. Bonne idée ou mauvaise idée? Bah ouais, moi c'est une voie que j'avais explorée dans la primaire. Il se trouve que moi contrairement à lui d'ailleurs, j'ai une expérience sur la matière. J'ai fait un service militaire et j'en ai vu à la fois la richesse et les limites. Parce qu'il faut aussi que l'armée puisse encadrer et porter tout ça. Donc c'est une voie que j'avais explorée, c'est une voie que je trouve légitime à explorer. Par rapport à la proposition qu'il fait, je trouve ça un peu court. Et je trouve ça surtout assez mal calibré. On comprend pas bien quel serait l'objectif du 1 mois. On peut pas mobiliser les armées et l'encadrement militaire sur un projet flou. Ça représente des milliers d'hommes pour encadrer. Donc l'idée est bonne, mais encore faut-il qu'elle soit certain. Non, j'ai bien compris. Je vous dis, c'est une idée que j'avais moi-même explorée. Mais pour une période un peu plus longue, parce que je trouve que sur 1 mois, c'est vraiment c'est compliqué de faire quelque chose. Et par ailleurs, dans la présentation qui en a été faite, je trouve que les objectifs ne sont pas bien clairs. Or, il faut se rendre compte que c'est quelque chose de très lourd à mettre en œuvre, en termes financiers pour la nation, en termes d'encadrement. Donc il faut que ça ait du sens, si vous voulez. On fait pas ça comme argument de séance à l'occasion d'une élection, parce qu'on sait bien que ça plaît à une partie des Français. Et je trouve que, en l'espèce, que j'en ai vu dans le progrès d'Emmanuel Macron, n'a pas été suffisamment creusé. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue nous voir ce matin à 8h54.